Bonjour à tous, je suis Jérôme Bouteiller, en charge des contenus au sein de l'association et j'ai également le plaisir d'accueillir Monsieur Maurice Lévy, président du conseil de surveillance du groupe Publicis. Alors, Monsieur Lévy, il y a à peine 3 ans, vous avez réveillé tout le CAC 40 en introduisant cette notion d'ubérisation, une expression qui a été beaucoup commentée à l'époque. C'était quoi exactement l'idée que vous aviez en tête? C'est ce qui s'est... D'abord, pardon, je suis très heureux d'être là. Merci de l'invitation. Merci à Agathe de m'avoir convaincu et d'avoir bouleversé mon emploi du temps pour que je puisse passer ces quelques instants avec vous. Et désolé de vous imposer ma voix qui est un peu prise. Et j'espère que vous réussirez à discerner un petit peu d'essentiel dans le flot de paroles que je vais délivrer. En ce qui concerne l'ubérisation, c'est très simple, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez des pans entiers de l'économie qui sont remis en cause par l'irruption de nouvelles solutions. Ces solutions sont d'abord essentiellement intangibles, c'est une application. Et puis ensuite, on voit comment elle s'empare de l'univers physique. Et ce qui est intéressant, c'est que soit l'entreprise se laisse complètement marginaliser, ubériser et disparaît, soit au contraire, elle réagit et c'est très bien pour le consommateur. Un exemple très simple, c'est celui donc des taxis. On voit que ça a provoqué révolution, blocage, des tas de situations extrêmement difficiles, etc. Et puis, in fine, on a des entreprises, d'abord concurrentes à Uber, qui se positionnent en VTC, et puis G7 et d'autres qui se transforment. Et la transformation est la clé de voûte du développement futur. Et donc, soit les entreprises sont vraiment ubérisées et marginalisées, voire mises out de l'économie, soit au contraire, elles se réveillent et elles changent complètement les paradigmes sur lesquels elles fonctionnent. Alors, on a vu beaucoup de grandes entreprises françaises nommer des CDO, investir dans des startups, organiser des hackathons. Mais est-ce qu'elles ont compris que dans ubérisation, il y avait Uber, que Uber c'était une application et que finalement l'essence de cette transformation passait par le mobile? Est-ce qu'elles ont compris que le mobile était une révolution dans la révolution digitale? Dans l'ensemble, les chefs d'entreprise, les patrons de marketing, les patrons des différentes divisions ne sont pas complètement idiots. En plus, ils ont une vie personnelle et ils ont parfois des ados autour d'eux. Si donc ils ne voient pas comment le monde évolue, ce serait à pleurer. Et je crois que tout le monde constate effectivement l'emprise du smartphone et la manière dont nos vies s'organisent autour. À tel point que généralement, les doigts sont tous un petit peu abîmés quand on est en train de essayer de composer des mots. Alors certains se contentent de répéter ce qu'ils disent, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il dit, moi je ne mets plus rien, et je me répète puisqu'il suffit qu'il me rappelle ce que j'avais déjà dit pour envoyer un nouveau message. Mais la plupart cliquent tout le temps, écrivent, téléphonent, etc., à partir de leur smartphone. Et je crois que tout le monde est bien conscient de ce qui est en train de se passer, y compris pour le fonctionnement de la communication interne de l'entreprise, ou voire même les relations internes à l'entreprise, intradépartementales. Et on constate dans bien des cas que le téléphone est devenu un des éléments essentiels du fonctionnement. C'est très amusant. Je me souviens une des premières transformations que nous avions faites, malheureusement ça a été un échec, mais on n'apprend que de ces échecs. L'échec était ailleurs. C'était Saatchi à Tokyo. Saatchi à Tokyo, on avait voulu se positionner un petit peu différemment. Donc d'abord, on n'a pas recruté des petites japonaises, mais des grandes japonaises. Ensuite, on les a mises sur patin.
Et elles étaient toutes sur des téléphones, et il n'y avait absolument aucun téléphone fixe dans l'agence. Et l'agence, c'était un parcours absolument formidable à visiter. Malheureusement, les Japonais se contentaient de la visiter et ne donnaient pas beaucoup de budget. Donc ça a été un peu un échec, mais c'était une préfiguration. Le business avec les Japonais est parfois difficile. Je ne l'évoquerai pas en ce moment. Je ne l'évoquerai pas en ce moment parce que dans les circonstances actuelles, je n'ai pas envie de faire de l'humour là-dessus. Et je pense très fortement à Carlos Ghosn et à ce qui arrive. Et à la manière, je veux dire, juste un exemple, pardon, mais on est là pour parler de tout et de rien. Imaginons une seconde que Carlos Ghosn soit sans avocat, sans communication, sur une paillasse, la lumière, comme on sait, etc., en Russie. Et toute la presse aurait protesté en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce régime de Poutine, etc., etc. » Ça se passe au Japon, on a l'impression de trouver ça normal. 23 jours de garde à vue sans avocat, on a l'air de trouver ça normal. On dit « Oui, c'est les habitudes japonaises. » Si c'était celle des Russes, on trouverait pas ça tout à fait normal. Bon, mais c'est un détail. Revenons au mobile. Le groupe Publicis a cru très tôt, évidemment, à cette révolution du marketing mobile. Il y a déjà près de 10 ans, je crois que vous aviez racheté Phone Valley, qui était un des pionniers dans ces métiers et qui était très actif en France, aux États-Unis. Que pèse aujourd'hui le mobile dans l'activité du groupe Publicis? Quelles sont les tendances que vous êtes en train de devenir à votre tour mobile first? Alors, d'abord, une anecdote ou une information. Toute la stratégie digitale, techno de Publicis est venue du mobile et d'une observation. Laquelle? On est, alors pour beaucoup d'entre vous, ça n'existe plus, c'est une époque révolue et la plupart d'entre vous n'ont pas vécu cette époque. On est en 2002-2003 et il y a ce qu'on appelle le bubble burst. C'est la dot-com era, l'éclatement de la bulle Internet, qui explose, où on avait des gens qui versaient des tombereaux d'argent dans des opérations qui finalement s'est délité, explosé en vol, etc. Et pour la sagesse populaire et les analystes financiers, le numérique était mort. C'était une bonne tentative et c'était mort. C'était l'époque du back to consulting, le back to banking. Exactement, c'était back to... te faire foutre. En vérité, putain, qu'est-ce qu'on a pu souffrir dans ces moments-là. Et tout bêtement, moi j'étais déjà addict au BlackBerry, j'étais addict à je ne sais plus combien d'appareils téléphoniques que j'avais. J'ai eu un mobile qui était dans la voiture dès 1974, donc je ne pouvais pas me passer le téléphone mobile. J'étais avec le gros appareil dans le début des années 80, et je voyais les gens autour de moi. Et je les voyais en train de non seulement téléphoner, SMSer. On commençait déjà à avoir un petit peu de morceaux de musique. Et je me disais, impossible que le digital meure, le consommateur est en train de nous montrer la voie. Et dès 2003, j'ai commencé à courtiser Digitas, et c'est en 2005 que j'ai réussi à les convaincre de nous rejoindre. C'est pour vous dire que l'observation du consommateur est la clé de voûte de la stratégie de Publicis. Donc, ça c'est une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais qu'est-ce que le mobile pèse chez nous? Il pèse d'abord stratégiquement. Vous l'avez rappelé, Phone Valley, on a été la première agence installée, un peu vieux-colisante, qui a fait une acquisition dans l'univers du mobile et qui a investi, et on a été les premiers à avoir un accord avec Google sur Android. Et donc, on y a cru très tôt. Et on y a cru très tôt tout simplement parce que le consommateur est à la base de tout ce qu'on fait. C'est la seule industrie
où il y a la personne qui ne figure pas au contrat, avec laquelle on n'a aucune transaction et qui est essentielle à notre industrie. Alors, les chiffres montrent que le mobile aujourd'hui est plus gros que le desktop. Je crois que c'est à peu près 51% Oui, des investissements il y a eu d'ailleurs en France. un papier qui a été diffusé par Zénith en début de semaine, que je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas lu. Et si vous ne l'avez pas, vous le demandez à Agathe, elle se fera un plaisir de vous l'adresser, et qui montre l'évolution du mobile. Le mobile devient le Premier écran qui devrait, si je ne me trompe pas, d'après les chiffres de Zénith, dépasser aussi la télévision au cours de la prochaine décennie. C'est quand même une révolution considérable dans vos métiers. Alors, le multiscreen, c'est quelque chose qui est déjà bien installé. Et je me méfie des mots de révolution. Il y en a une qui se fomente en ce moment. Donc, soyons prudents avec les mots. Ce qui prouve d'ailleurs que l'idée que les Français n'aiment pas la réforme est une idée vraie. Et ils n'aiment rien mieux que la révolution et la révolte. Et ils veulent obtenir les choses par la révolution et la révolte, et non pas par la réforme. C'est trop tranquille et c'est trop sage. Bon, revenons au multiscreen. Le multiscreen, il existe depuis des années et on est tous en train de faire du multi-écran et on passe d'un écran à l'autre. Les campagnes de publicité qui permettent de voir qu'on commence à voir un match de foot sur son écran de télé, puis après on voit la tablette et puis on continue sur l'écran du mobile et puis même demain en voiture, etc. C'est quelque chose de commun. Mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas que l'écran téléphone allait devenir le premier écran. Il y a eu, ce qu'on ne sait pas trop, mais ça arrive en Chine, pas mal de problèmes de transport aérien à une époque où j'y allais souvent, et je me suis retrouvé dans le train. Et c'était une expérience que je conseille à beaucoup de gens qui font le trajet Shanghai-Pékin et qui essayent de le faire un peu en train. En TGV, d'ailleurs, je ne sais pas si on les a vendus ou s'ils les ont copiés, mais peu importe. Et c'est effrayant. Vous êtes coincés. D'abord, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, ils réussissent à mettre plus de monde dans le même espace que nous. Et puis d'autre part, comme vous ne parlez pas chinois, vous achetez vos billets un peu n'importe comment, et vous vous retrouvez coincés dans une ligne de 4 personnes avec des gens qui sont un peu plus robustes que vous, écrasés, ils sont là avec leur écran, ils voient des films, et ils se marrent, et ils mettent le son à tue-tête, et personne ne les embête, il n'y a pas marqué silence s'il vous plaît. Et on constate que l'écran téléphone chez eux est devenu le premier écran depuis longtemps. Et avec WeChat, ils ont non seulement le premier réseau social, mais en même temps le premier réseau social associé au e-commerce et aux jeux. Et ceci depuis déjà 7-8 ans. Alors, un écran qui s'impose dans le quotidien de milliards d'êtres humains. Pour une agence comme Publicis, qu'est-ce que ça aura comme impact sur vos métiers publicitaires, sur la création? Comment est-ce qu'il faut raconter des histoires aux mobinautes aujourd'hui? C'est le problème le plus difficile auquel on a à faire face, puisque les idées des grandes campagnes qui s'adressent à tout le monde, qui en une fois changent l'impression des gens et qu'à coup de matraquage publicitaire à la télévision, on va changer leurs habitudes de consommation. Cette idée est malheureusement complètement dépassée. Je dis malheureusement parce que c'était une idée sympathique, dans la mesure où on faisait un film, des fois on l'ajustait, on le répétait un certain nombre de fois, et comme en plus on était payé à peu près correctement, ça allait. Aujourd'hui, non seulement on en fait plusieurs, mais on n'est même plus payé correctement. Donc on se demande même s'il y a un avenir pour la publicité. Mesdames et messieurs les annonceurs, bientôt je vais passer avec ma casquette en vous disant s'il vous plaît, pensez à nos talents, essayez de faire en sorte qu'ils puissent vivre décemment et qu'on puisse investir pour vous. Donc il y a aujourd'hui une clusterisation et des audiences qui fait que quand on s'adresse à avant
prendre un exemple, American Express aux États-Unis, on faisait à peu près 350, 400 annonces dans l'année, et on pensait que déjà, on faisait beaucoup mieux et beaucoup plus que les cartes de crédit concurrentes. Aujourd'hui, on fait plus de 4000 annonces. On fait plus de 4000 annonces. Le résultat, c'est qu'on s'adresse de manière beaucoup plus précise. Et le résultat aussi, c'est qu'on obtient des performances qui sont beaucoup plus éloquentes et beaucoup plus productives. Alors le résultat aussi, in fine, c'est qu'il faut changer le storytelling. On ne peut plus mettre autant de moyens par unité qu'on le faisait avant, et on est amené à écrire l'histoire tout à fait autrement et de manière beaucoup plus spontanée. Et ce qui fait que, comme le dit Nick Lau, le responsable créatif du groupe, un type assez formidable que je vous recommande de rencontrer, la grande idée, la big idea n'est plus de mise, mais c'est la petite relevant. Et donc, comme pour paraphraser un vieux dicton français, petite et travailleuse, ça peut marcher mieux que grosse et paresseuse. Pardon. On parle de publicité. Pardon, hein, bien sûr. On est dans le spot, et puis il faut réveiller cette audience qui a l'air d'être un peu assoupie. Si on revient sur la question des formats, on voit émerger de nouveaux formats autour de la vidéo, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On voit aussi beaucoup de choses dans le conversationnel, les chatbots, les voicebots. Ça vous inspire? Ça sera de nouvelles formes de conversation avec les mobinautes? Alors, non seulement ce sera de nouvelles formes, le chatbot existe déjà maintenant. On a des gens à Publicis, on a chez Marcel, on a aux États-Unis, on a déjà réussi quelques campagnes avec des chatbots. On fait des petites choses. Et on ne maîtrise pas encore complètement, il ne faut pas exagérer, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre une bonne dimension et qui va se développer. Et l'intelligence artificielle dans la publicité va devenir un élément très intéressant. Alors, mais il y a une boîte qui est en train de faire un truc assez formidable, et je vous invite à regarder, qui est une boîte installée en Floride qui s'appelle Magic Leap. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est de mettre à la portée d'à peu près n'importe qui, et quasiment aussi peu compliqué que la réalité virtuelle, l'hologramme virtuel. Et donc, à partir de là, et à partir d'écran, on peut se retrouver avec des gens, des produits, des situations qui sont projetées dans un univers réel. Et moi, je pense que le mariage réel-virtuel, c'est vraiment la clé de voûte de l'avenir. Je pense que plus on sera là-dedans, plus ça marchera. D'ailleurs, quand on fait de la voix artificielle, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Imiter de la voix humaine. Et imiter de mettre un peu d'humanisation dans la relation, parce qu'on sait très bien que le côté froid d'Internet va finir par lasser. Alors justement, parlons un peu d'IA, parlons un petit peu de data. Je revoyais votre parcours et vous êtes, vous, de formation, un informaticien. Hein, et il y a cette anecdote en 1972 où vous-même vous sauvez, je crois, les fichiers du groupe Publicis lors d'un terrible incendie au drugstore sur les Champs-Élysées. L'immeuble, pas le drugstore seulement, malheureusement. Ouais, vous aviez déjà évidemment conscience que l'informatique et la data, ça allait faire la différence dans votre univers de la communication? Pas exagérer, je veux dire, je suis très intelligent, je suis très fort, je suis très brillant, etc. Mais je n'imaginais pas ce qu'on allait être là. Il y a un truc que j'imaginais. Et ça a été une conversation formidable avec Marcel de Saint-Blanchet. Qui était le fondateur du groupe Publicis. Je rentre à Publicis le 2 mars 1971. On me dit, il faut voir Marcel de Saint-Blanchet. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un personnage, c'était un géant. C'était un type immense. Il avait fait une guerre incroyable. Il avait été porte-parole du général de Gaulle. Il avait été résistant. Il avait inventé le modèle de la radio commerciale dès les années 30. Il était immensément puissant et riche avant la guerre. Et
il fréquentait tout le monde, les puissants de ce monde, et donc pour un petit informaticien qui rentrait à Publicis, lui serrer la cuillère, c'était déjà un truc énorme. Et j'étais là, un peu intimidé, j'avais beaucoup de mal à lui parler. Et puis, à un moment donné, il me fait parler du métier. Il me dit, mais ça va aller où? Je lui dis, mais ça va aller. Les gros ordinateurs, ça disparaîtra. On va avoir des petits ordinateurs. Et puis, les gens vont faire leurs courses à partir de leur ordinateur. Et ça, je vous promets, c'est vrai. Et non seulement c'est vrai, mais ça a été publié dans un article en 1972, un an après. Donc, l'idée que les gens allaient s'emparer, je n'imaginais pas Internet. On a été déjà au début du télémarketing, on commençait à connaître des choses. Il y avait déjà des câbles coaxiaux qui permettaient de transférer les éléments. Transpac est venu uniquement quelques années après. Donc, c'était déjà, les prémices étaient là. Mais imaginez le monde de demain, non. En revanche, la data, oui, parce que le direct marketing commençait à faire ses classes et on commençait à avoir une petite science du direct marketing. Et d'ailleurs, j'avais contribué à l'écriture d'un bouquin. Heureusement, il est épuisé, mais j'aurais honte de le relire. Tant il est dépassé. Alors justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de publicité programmatique, de commerce électronique, de marketing automation. L'informatique, elle est partout. Quelle est la place d'une agence? On sent que vous êtes aujourd'hui un peu attaqué de toutes parts, par les GAFA, par l'internalisation des achats chez les annonceurs. On voit aussi les SS2I, les ESN qui s'intéressent à vos métiers. Qu'est-ce que doit faire une agence dans cet environnement? Essayer d'anticiper le mouvement et essayer d'investir à temps. Alors, il va y avoir des agences de toutes catégories dans l'avenir. Il ne faut pas croire qu'il va y avoir un grand soir où il n'y aura qu'un seul type d'agence et que ce type d'agence sera une agence protéiforme dans laquelle il y aura de la data, de la créativité dynamique et puis un peu de technologie qui va conduire à la transformation. Non, il va y avoir tout cela. Mais il va y avoir des petites boîtes qui vont être purement créatives, et il va y avoir d'autres qui vont être purement digitales. Mais en vérité, pour les groupes comme les nôtres, nous, on a essayé d'anticiper avec l'acquisition de Sapient, et fort heureusement, pour aider nos propres clients à se transformer eux-mêmes. Le marketing tel qu'on l'a connu est en train de mourir, il ne faut pas se tromper. Et si on ne l'anticipe pas, et si on n'anticipe pas la transformation de ce marketing, les gens qui le font vont crever avec. Et les boîtes vont être ubérisées. Le marketing doit être revu de fond en comble, et c'est vrai que la transformation de notre métier passe par le numérique. Les agences peuvent et être... par la technologie, et par des plateformes. Les agences peuvent être ubérisées à leur tour? Mais on l'est partiellement. Soyons objectifs. On l'est déjà partiellement. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, action-réaction. Votre réaction peut être anticipatrice, c'est ce que nous avons essayé de faire. Ou elle peut arriver après, c'est ce qu'essaye de faire WPP. Demain, quel doit être l'équilibre entre les madmen, hein, ces créatifs qui ont fait la légende des agences après-guerre, et les matmen qui sont aujourd'hui plutôt les informaticiens? C'est ce que j'ai appelé une espèce d'alchimie entre l'imaginaire et le rationnel. On avait mis une époque, c'était juste pour essayer d'interpeller en équation le mode de fonctionnement de Publicis, pour expliquer comment fonctionnait cette alchimie. Et on avait dit c'était IQ, pour ceux qui parlent mal l'espagnol, c'est le quotient intellectuel, EQ, le quotient émotionnel, TQ, le quotient technologique, BQ, parce qu'aujourd'hui il faut être bloody quick, et le tout à la puissance de CQ, qui est le quotient créatif. Une dernière question. Publicis a dévoilé il y a
quelque temps le nom d'Arthur Sardou, nouveau PDG du groupe, ainsi que le nom d'un assistant intelligent, Marcel, qui fait référence à Marcel Pechtel-Blanchet. Dans le fond, lequel des deux sera votre véritable successeur? Ah bon, véritable successeur, c'est clairement Arthur Sadoun. Marcel sera peut-être le successeur d'Arthur. Et on aura bouclé la boucle de Marcel à Marcel. Donc Marcel reviendrait aux commandes du groupe Publicis. De Marcel à Marcel, voilà. Mais vous y croyez sérieusement? Vous pensez qu'un assistant intelligent pourra un jour, un algorithme pourra un jour diriger une entreprise? Non, ça, j'y crois pas. Je ne sais pas, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je crois que tout ce qu'on fait, c'est de l'aide à la décision, c'est d'éclairer un peu les choses. Tout à l'heure, on avait utilisé l'expression de René Char. On aurait pu utiliser la définition de la statistique, hein, qui montre tout mais cache l'essentiel. Et c'est la même chose. Il y a à un moment donné le facteur humain qui est le facteur essentiel. Et c'est ça qui est encourageant. Il ne faut pas croire qu'on va avoir des entreprises qui vont être complètement transformées et qui vont être à la merci de robots aussi intelligents qu'ils soient. Alors, il y aura des choses qui vont être faites par les robots de plus en plus et qui vont prendre des décisions. Il y a une question qui va se poser pour nous. À partir du moment où on va avoir les objets connectés et à partir du moment où on n'aura pas besoin de passer une commande et que ce soit le placard à provision ou le réfrigérateur vont pouvoir communiquer directement avec les plateformes. Comment est-ce qu'une nouvelle marque va s'imposer? Et comment est-ce que la plateforme va dire au réfrigérateur, tu as l'habitude de prendre tel yaourt, je te conseille de prendre tel autre. Et comment est-ce que le réfrigérateur va réagir? C'est là que Marcel interviendra. C'est pas là que Marcel interviendra, c'est là que les agences ont un rôle encore essentiel, repenser le marketing, aider nos annonceurs à se transformer, les aider à voir les choses autrement. Alors, les grandes boîtes de consulting pour lesquelles j'ai le plus grand respect font un travail formidable, mais un travail dans lequel elles manquent de 2 ou 3 éléments. Un petit élément qui est anecdotique et qui ne compte absolument pas quand on fait du marketing, qui est la connaissance du consommateur. Un deuxième élément qui est complètement nul, mais qui est quand même le petit plus qu'apporte la créativité. Et là, ils sont équipés, ils sont formés pour faire du rationnel à tout va, et c'est important d'avoir du rationnel, mais c'est très important aussi d'avoir cette dimension créative qui permet de créer le lien émotionnel et qui permet le lien avec le consommateur qui fait une petite différence qui conduit à la préférence. Et ce sera le mot de la fin. Merci Maurice Lévy. Merci à vous. Merci.